17 décembre 1914. 8 marines américains franchissent le seuil de la Banque nationale d'Haïti en début d'après-midi, et en ressortent les bras chargés de caisses en bois remplies d'or. Valeur de la cargaison, 500 000 $. Le butin est transporté par chariot jusqu'à la côte sous la garde attentive de soldats américains en civil postés tout au long du trajet. Une fois le rivage atteint, les soldats embarquent la cargaison et rejoignent à vive allure une canonnière stationnée au large. Quelques jours plus tard, leur repose dans la chambre forte d'une banque de Wall Street. Ces faits se sont déroulés en 1914 et sont les prémices d'une invasion d'Haïti à grande échelle. Les forces américaines s'empareront du pays l'été suivant et le dirigeront d'une main de fer sur une durée de 19 ans. Ce sera l'une des plus longues occupations militaires de l'histoire des États-Unis. Après le départ des troupes en 1934, des financiers américains continueront de tenir les cordons de la bourse du pays pendant encore 13 ans. Les États-Unis présentent l'invasion comme une nécessité. Haïti est si pauvre et instable, explique-t-il, que s'ils n'en prennent pas le contrôle, une autre puissance le fera à leur place, s'invitant ainsi dans le précaré américain. Le secrétaire d'État Robert Lansing, l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères, dépeint l'occupation comme une mission civilisatrice qui mettra fin à l'anarchie, à la sauvagerie et à l'oppression. Dans ses écrits, il affirme que la race africaine est dénuée de toute capacité d'organisation politique. Mais à la lecture des décennies d'archives, de correspondances diplomatiques et de rapports financiers qu'a consulté le New York Times, on comprend que, sous le vernis officiel, un autre acteur était à la manœuvre et poussait les États-Unis à prendre le contrôle d'Haïti et de ses richesses, Wall Street. Et, plus particulièrement, la banque qui deviendra Citigroup. Sous la pression accrue de la National City Bank of New York, l'ancêtre de Citigroup, les Américains évincent les Français et s'établissent comme puissance dominante en Haïti sur les quelques décennies suivantes. Ils dissoudront son parlement manu militari, massacreront des milliers d'Haïtiens, contrôleront les finances du pays pendant plus de 30 ans, et ponctionneront une grande part de ses revenus pour les reverser à des banquiers de New York. À leur départ, le pays est si pauvre que les fermiers ayant travaillé à les enrichir vivent pour la plupart dans un état de dénuement, proche de la famine, d'après des fonctionnaires des Nations Unies venus sur place en 1949. J'ai contribué à faire d'Haïti et de Cuba des coins où les gars de la National City Bank pouvaient se faire de jolis revenus, se vante en 1935 le général Smedley Butler, un commandant des forces américaines sur Haïti. Il se targue même en 1935 d'être un racketteur au service du capitalisme. Cela fait plus d'un siècle qu'Haïti traîne une image de désastre, de cas désespérés, de pays si pauvres, si endettés, si dépourvus de ressources et si anarchiques qu'on doit en permanence venir à sa rescousse. Un président qu'on assassine dans sa chambre, les enlèvements en pleine capitale, les vagues de migrants haïtiens vers les États-Unis, tout est révélateur d'un pays pris dans une spirale de misère sans fin. Un pays que les grandes puissances du monde, que ce soit au moyen de troupes ou d'aide humanitaire, ne parviennent pas à réparer. L'infortune persistante d'Haïti est cependant en grande partie le fait d'interventions extérieures, souvent effectuées sous couvert de main tendue. C'est ce que révèlent les documents et les archives financières que le New York Times a consultés en Haïti, aux États-Unis et en France. Quand les forces américaines débarquent à l'été 1915, cela fait déjà plus d'un demi-siècle qu'Haïti reverse à la France une grosse partie de ses faibles revenus. Les Haïtiens ont beau avoir chassé les Français esclavagistes, battu les troupes de Napoléon pour enfin proclamer leur indépendance en 1804, la France est revenue à la charge. À bord de vaisseaux armés et en menaçant le pays d'une nouvelle guerre, elle a exigé d'Haïti le paiement de compensation d'un montant astronomique. Haïti est le premier et le seul pays où les descendants des personnes asservies ont dû payer les familles de leurs anciens maîtres au fil de plusieurs générations. La charge a entravé la capacité de la nation, pratiquement dès sa naissance, à se construire. Puis sont arrivés les banquiers français qui font contracter des emprunts à un pays déjà exsangue d'avoir payé la France. Ils prélèvent des commissions, des intérêts et des frais d'un tel montant que, certaines années, les bénéfices des actionnaires français dépassent l'ensemble du budget de l'État haïtien alloué aux travaux publics. Viendront ensuite les Américains qui qualifieront volontiers leur intervention de défense de la souveraineté haïtienne. Et comme pour la kyrielle de banquiers parisiens qui ont précédé, Haïti s'avérera très profitable pour Wall Street. En 1932, dans son rapport à la Commission des finances du Sénat américain, la National City Bank affirme que c'est sur la dette d'Haïti qu'elle contrôlait,